Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ahlihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bonjour, bonsoir, et heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une histoire algérienne. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une question bien précise, à savoir, est-ce que l'Algérie est arabe ou berbère? C'est une question d'ordre identitaire qui fait pas mal de bruit, notamment ces derniers temps, que ce soit en Algérie, au Maroc ou en Tunisie. Et beaucoup de choses se disent, beaucoup de choses se font, et au final, très peu de discussions se font là-dessus en réalité, d'un point de vue scientifique et d'un point de vue historique. Et donc aujourd'hui, on se retrouve face à une idéologie que je caractérise de berbériste, et d'ailleurs nous allons redéfinir le terme parce qu'il peut y avoir une confusion, mais nous allons le voir un peu plus tard. On a d'un côté un courant berbériste qui tend à vouloir supprimer l'identité arabe, en la supposant comme étrangère et la supposant comme étant en dehors du socle civilisationnel de l'Afrique du Nord. De l'autre côté, on a aussi un autre extrême, souvent salafi wahhabi, qui consiste à vouloir dire que la berbérité n'existe pas et qu'elle doit être recluse au sein de la société algérienne. Nous allons voir que ces deux théories en réalité sont fausses, ne sont ni historiques ni scientifiques, et nous allons tenter de nous d'éclaircir cela à travers les différentes sources qui nous soient parvenues, qu'elles soient arabes, qu'elles soient romaines, grecques, qu'elles soient françaises aussi. Voilà, nous allons faire le tour chez les historiens modernes, mais aussi les historiens antiques. Donc, on va déjà poser une problématique. La problématique, on va la poser sur trois axes. Parce que ce sont trois affirmations qui sont posées par certains mouvements berbéristes. La première étant de dire que les berbères sont les habitants les plus anciens et que les arabes sont par conséquent des étrangers. Bien entendu, cela est complètement faux. Faux et vrai, parce que les berbères en réalité sont les habitants les plus anciens, oui et non. Oui, parce qu'effectivement, il y avait bien une peuplade berbérophone qui est autochtone en Afrique du Nord, ça personne ne pourra le récuser, mais en même temps faux parce qu'on ne peut pas dire que la race pure existe, personne n'est 100% berbère. Les mélanges existent, comme personne ne peut dire qu'on est 100% arabe, ou 100% français, ou 100% italien. Il faut être honnête, il faut être en capacité justement d'accepter la pluralité. Les êtres humains se marient entre différents groupes, sa culture, prennent la culture d'autrui, se mélangent et produisent des civilisations plurielles. Et les berbères et les arabes n'échappent pas à ces conditions. Donc aussi le fait de dire que les arabes sont étrangers, nous verrons que c'est faux. En plus de cela, quand une civilisation est présente pendant plus de 1000 ans, c'est compliqué de dire qu'elle est étrangère. L'étrangeté, en réalité, ne dure qu'un temps. Et si elle s'inscrit sur le temps long, on n'est plus dans l'étrangeté. Et le deuxième point est de dire que la langue des Maghrébins n'a originellement aucun lien avec l'arabe. Nous verrons également que cela est faux. Et ensuite, le troisième point est de dire que l'Afrique du Nord n'a aucun lien avec l'Orient. Ce qui est également faux. Donc, avant toute chose, une fois qu'on a posé le problème et les problèmes que nous allons résoudre, il faut que nous donnions une définition correcte du berbérisme. Parce que souvent, la définition classique est la suivante, c'est de dire que le berbérisme est un mouvement politique et identitaire qui milite pour la reconnaissance de la dimension culturelle, historique, identitaire et linguistique du berbère dans le pays d'Afrique du Nord. Si c'était ça, j'ai envie de vous dire, je n'ai aucun problème. C'est-à-dire que vouloir défendre sa culture, défendre son histoire, son identité et sa langue, il n'y a rien de plus normal. Et je pense qu'en tant qu'Algériens, nous devons permettre et aider justement tous les berbérophones à pouvoir mieux se sentir à l'aise au sein du territoire, de promouvoir la culture qui est la leur, et donc de créer cette richesse qui est très importante et qui est magnifique. Maintenant, le berbérisme que nous allons combattre et qui est l'objet de cette vidéo, ce n'est pas ce berbérisme-là. C'est un berbérisme qui tend à vouloir effacer l'identité arabe, qui consiste à dire que l'arabité est, comme je l'ai dit, étrangère, et que par conséquent, il faudrait revenir à une sorte de culture primordiale qui serait le berbère, et donc reconstruire tout le socle civilisationnel qui est le nôtre. Donc pour cela, pour comprendre justement comment on en est arrivé là, nous allons commencer par un premier historien. Ce français s'appelle Guy de Pervilliers. Guy Pervilliers est né en 48 dans l'Oise et c'est un historien français, spécialiste de l'histoire de l'Algérie coloniale, du nationalisme algérien et de la guerre d'Algérie. Et qu'est-ce qu'il fera? Il dira lors d'un colloque en 2004 ou 2004, pardon, il convient en effet de distinguer le fait berbère, c'est-à-dire l'existence des populations définies par une langue spécifique véhiculant une culture particulière, et le mythe berbère dont les auteurs coloniaux avaient tiré la justification d'une politique visant à séparer les berbères des arabes pour rapprocher les premiers des colonisateurs français. Donc là c'est très intéressant. Il nous dit qu'il y a effectivement le peuple berbère, la population, qui est une chose, mais ensuite il y a le mythe, c'est-à-dire tout l'imaginaire qu'on va construire autour de ça, et qui est le fruit de la colonisation française, et qui avait une finalité et un but bien précis, séparer les Arabes des Berbères. Donc il y avait une politique de la division, politique coloniale très connue, diviser pour mieux régner.
Dans ce même colloque, il poursuivra en disant que le mythe berbère est une interprétation idéologique de ce fait par les auteurs coloniaux qui ont distingué et opposé les populations berbérophones et arabophones, considérées des races différentes, en valorisant les premières par rapport aux secondes. Cette valorisation des berbères se faisait en les rapprochant de l'Occident européen par l'affirmation d'une communauté d'origine et de race garante de vertus héréditaires communes à des peuples également sédentaires, travailleurs, économes et démocrates. La colonisation française contemporaine pouvait espérer la ressusciter en commençant par rendre les berbères à leur identité naturelle occidentale. Voilà. Donc il y avait cette volonté, encore une fois, d'occidentaliser les berbères et leur retirer le socle oriental qui est d'ailleurs le leur. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, voyons concrètement dans la vie quotidienne justement comment ce berbérisme peut s'illustrer et pour en comprendre ses dangers. Je vais donc vous montrer un extrait d'une petite vidéo qui s'est passée en Algérie, en Kabylie, où un certain groupe de berbères séparatistes ont été insultants vers la communauté arabe de l'Algérie. On écoute. Nul besoin de continuer cette vidéo, vous voyez très bien ici le racisme profond, le mépris également. Alors, première des choses, je tiens à dire que nous condamnons formellement leurs propos. De la même manière que je n'aurais absolument pas accepté que des gens disent que les Kabyles sont des animaux ou que les Berbères sont des animaux. C'est du racisme, c'est anti-islamique, c'est contre la loi algérienne, c'est contre les principes de l'humanité. Nul mépris ne devrait exister. Maintenant, je tiens aussi à préciser que, heureusement, la majorité des Kabyles sont éloignés de tout cela. La majorité des Kabyles se dissocient et condamnent formellement ce type d'insultes. Et par conséquent, il convient vraiment de ne pas faire d'amalgame et de ne pas confondre ces groupes-là avec le reste de la population kabyle. Bien que vous pouvez voir ici une foule assez importante, c'est très important de ne pas confondre la population kabyle majoritaire avec ces individus, qui eux, en vérité, ne sont que embrigadés, manipulés, et ne comprennent pas pourquoi, en réalité, ils font de telles affirmations. Et c'est pour ça que nous faisons cette vidéo, c'est pour mieux déconstruire ce mythe, afin que la réalité et la vérité soient mis aux yeux de tous. Alors pour ça, nous allons voyager. Nous allons prendre un navire afin de mettre en avant trois choses. La première, c'est de vous démontrer que l'Afrique du Nord appartient au monde sémitique, donc au même titre que l'arabe, l'hébreu, l'araméen, etc. Nous allons aussi voir les origines des Maghrébins, et nous allons voir la langue, la culture des Maghrébins. D'ailleurs, langue qui peut être comprise au pluriel, parce qu'il y a toujours eu plusieurs langues, et aussi culture au pluriel, car il y a toujours eu différentes cultures. Un pays intrinsèquement multiculturel. Alors notre voyage nous plonge d'abord au 8e siècle avant notre ère, avec la création de la ville de Carthage. Carthage, comme vous pouvez le voir ici, dans sa représentation, est une ville qui a été construite par les Phéniciens. Les Phéniciens viennent du Proche-Orient, c'est-à-dire le Liban actuel. Ils ont donc créé cette grande cité, vertueuse, presque légendaire, mais qui a bien existé et qui était un terreau de civilisation et de commerce. Et pour avoir une idée de l'importance de Carthage à cette époque, eh bien, voici une carte qui montre toute son influence. Donc on a Carthage dans l'actuelle Tunisie, qui plonge justement sur l'ouest algérien, sur la partie nord, en passant par le Maroc, jusqu'au sud de l'Espagne. Et pas que, comme vous pouvez le voir sur cette carte. Donc l'influence de Carthage était importante. Et c'est ici que débute la civilisation au Maghreb. C'est grâce à ces Phéniciens qui vont nous transmettre une langue, une écriture, une vision du monde et de la politique, des coutumes, bref. La civilisation commence là. Et pour voir justement l'influence qu'il y avait dans ce berceau méditerranéen, il faut voir justement la route commerciale. La route commerciale traversait toute l'Afrique du Nord, en passant jusqu'en Égypte, pour aller jusqu'au Proche-Orient, c'est-à-dire au Liban, avec la ville de Tyr, Sidon et de Byblos. Donc vous voyez ici, quand on était encore au 8e siècle avant notre ère, il y avait énormément de commerce qui se faisait, donc énormément d'échanges. Et c'est dans cela que la culture maghrébine va se nourrir et se transmettre surtout. Alors il ne faut pas oublier un point, c'est que les Phéniciens sont ce qu'on appelle sont à l'origine de l'alphabet. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont inventé le principe de l'alphabet, parce que les principes existaient antérieurement. Mais ce qu'on peut dire, c'est que l'alphabet phénicien, qui a été donc inventé il y a 3000 ans, est l'ancêtre de presque tous les systèmes alphabétiques du monde.
et les premières traces d'une écriture alphabétique remontent au milieu du deuxième millénaire. C'est ainsi que notre grande histoire commence. Et quelle était la langue qui était employée à cette époque? Cette langue était le punique. Donc le punique, c'est une langue qui appartient aux langues sémitiques, et au même titre donc que l'hébreu, l'araméen, l'arabe, c'est une langue qui s'écrit de droite à gauche, c'est une langue qui commence de la manière suivante. Là, vous voyez une petite illustration. Aleph, Ba, Jamel, Dalet, He, Waw, Zin, He, Tel, Yod, Kef, Lem, Lamet, qu'on dit en hébreu, Mim, Nun, Shin, bref, Ain. Donc, ce sont des lettres communes à la langue arabe. Donc, ces lettres, en réalité, ne sont pas arrivées au 7e siècle avec l'arrivée de l'islam. Les Maghrébins, les Algériens, parlaient et connaissaient déjà la plupart de ces lettres et ces sons et ces sonorités. Les mots pouvaient parfois être différents, parfois communs, mais en tout cas, on voit clairement ici que l'alphabet qui était employé, bien que la graphie ne soit pas comme celle de la langue arabe, mais ce qui compte, c'est la sonorité et la langue. Donc on était déjà sur un berceau sémitique. Maintenant, on va donc écouter un spécialiste et un linguiste, le professeur Abdou Eliman, qui est un Algérien oranais, qui a abordé cette question. On l'écoute. Punique vient de la racine sémitique, dans les langues sémitiques, donc fa-na-qa. Punique, c'est fana. Et fana renvoyait aussi au nom de l'écriture bénitienne, qui est à l'origine de notre alphabet, en latin notamment, mais hébreu et bien d'autres langues. Cet alphabet-là, c'est les Phéniciens qui l'ont créé, et le fana, la racine fana, a été reprise par les Libyques, justement, en féminisant le mot. Le féminin en berbère commence par ta, ça veut dire là. Donc ta, fana, ça fait tifinar. Le tifinar étant l'écriture des berbères, et qui emprunte énormément à cette écriture-là. Donc voilà, ici le professeur Abdou Eliman nous explique la racine du mot punique, et on voit bien que tifinar, justement, est une reprise du punique. Donc on voit déjà que la vision linguistique du berbère s'inscrit également dans cette acculturation punique et donc sémitique et donc orientale. Et ça, c'est très important de ne pas l'oublier. Mais même en dehors de la berbérophonie, il y a ce qu'on appelle le dialecte algérien, ce qu'on appelle communément la darija. Et darija, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs études récentes qui ont été faites, d'abord en 1997, mais également en 2003, où il a été démontré que le substrat punique représente à peu près 50% de l'actuelle langue vernaculaire majoritaire du Maghreb. Et dans ces 50%, on a 71% de mots qui ont été justement pérennisés, 19% qui ont évolué, et 20% qui en réalité ne sont pas attestés. Donc le substrat actif dans le dialecte parlé en Algérie, au Maroc et en Tunisie est très 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 important. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque l'arabe est arrivé en Afrique du Nord, eh bien, c'était pas non plus une langue étrangère comme on souhaite l'entendre. C'était une langue qui au final était cousine et plus ou moins comprise, car 71% de son parler était commun au final avec la langue arabe. Et pour illustrer ce propos, voici une sorte de comparaison entre le punique et la langue arabe, ou ce qu'on appelle la darija. Par exemple, le mot frère ici. En punique, pour dire frère, on dit ahi. En arabe, on dit akhi. C'est quasiment la même chose. Pourquoi? Parce qu'en fait, la lettre kha n'existe pas en punique. Mais en arabe, la distinction qu'il y a entre un ha et un kha, c'est simplement son point diacritique au-dessus. Donc déjà, d'un point de vue strictement consonantique, on est sur quelque chose qui s'y ressemble, que ce soit dans la sonorité, mais également dans la graphie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, l'usage de la langue arabe est très utile pour essayer de comprendre et de connaître le punique. On peut également faire la même chose avec la terre, le pays, el-ard, qu'on dit el-ars en punique. Pareil, c'est la même chose que pour le mot frère. La lettre sad est privilégiée, n'utilise pas la lettre dad avec le point diacritique.
On peut également utiliser le terme homme, Adam en hébreu. Adam qui veut dire homme, ou bien le terme ventre, batan. Batan est un mot punique qui également existe en langue arabe. On peut utiliser le terme aimer, hub. En punique, on disait hub. Quand vous dites en Algérie habnek ou haja, donc je veux ou j'aime ou je voudrais manger quelque chose, eh bien en punique, c'est plus ou moins la même chose. On n'est pas sur un gap très éloigné, on est vraiment sur quelque chose de très similaire. C'est comme le terme dire ou parler, dabar. Dabar, c'est même en hébreu, c'est la parole. Ou encore le sang, dem. Dem, le sang en arabe. Donc voilà. Donc il est très intéressant de voir ici la proximité entre le punique et l'arabe. Et encore une fois, j'ai envie de vous dire, rien d'étonnant dans la mesure où c'était la langue qui existait dans le monde sémitique. C'est quelque chose de commun qu'on retrouve en hébreu, en arabe, en araméen, en syriaque, en abatéen, ce que vous voulez. Donc avançons. Donc on a parlé de Carthage. Maintenant, est-ce qu'il n'y avait que Carthage? La réponse est non. Voyons cette carte. En violet ici, vous avez donc Carthage et son influence, mais il n'y avait pas que Carthage. Il y avait aussi deux royaumes de Numidie, donc le royaume des Massils et des Massilès. Excusez-moi si je prononce mal la chose. Et donc il y avait donc le royaume de Numidie oriental et le royaume de Numidie occidental. Et à cette époque, on est quelques siècles après l'avènement de Carthage, il y avait un roi connu qui s'appelle le roi Gaïa, qui était donc le roi de la Numidie orientale, et le roi Syphax dans la partie occidentale, qui étaient donc deux régions berbérophones, mais qui étaient, comme j'ai envie de vous dire aujourd'hui, voisins des Carthaginois, qui eux abordaient une langue sémitique. Et donc l'Afrique du Nord a toujours été bilingue en réalité. On a toujours eu une partie de gens qui parlent la langue arabe, sémitique, punique, ce que vous voulez, et d'un autre côté, une autre partie de la population qui va parler des langues berbères. Bien que dans ces langues berbères, ne jamais oublier tout l'apport et les empreintes qu'ils vont reprendre justement dans le punique et donc dans les langues orientales. Et à ce moment-là, donc, il y a eu ce qu'on appelle l'unification de la Numidie, sous le règne de Massinissa. Donc comme on l'a dit, il y a eu le roi Gaïa d'un côté, et d'un côté le royaume de Syphax. Pendant un temps, le roi Syphax va conquérir cette partie orientale, et donc unifier la Numidie, pendant que le fils du roi Gaïa, qui s'appelle Massinissa, était en Espagne, en guerre contre Rome, parce qu'il était allié des Carthaginois, donc le roi Massinissa était un allié des Orientaux contre Rome au départ. Et comme les Carthaginois n'avaient pas le temps de gérer les conflits qu'il pouvait y avoir au sein de ce territoire-là entre les Numidiens, eh bien, les Carthaginois vont donc abandonner le soutien au royaume de Gaïa au profit du royaume de Syphax, ce qui fait que Massinissa va plus tard s'allier avec Rome et donc récupérer l'ensemble de ce territoire et unifier la Numidie. Et Carthage sera profondément diminué. Donc c'est à partir de ce moment-là que l'unification des Midi se fait dans un second temps avec ce roi berbère. Mais attention, le mot berbère est encore étranger à son époque. C'est pour ça que le terme est impropre. Si vous allez voir à cette époque Massinissa, vous lui dites est-ce que vous êtes berbère, il va vous dire mais je ne sais pas de quoi tu me parles. Ce mot je ne le connais pas. À l'époque on disait que c'était un numide. Et donc ce qu'il en était c'est qu'il avait beau être numide, mais il faut comprendre aussi la vision et la culture de ce roi. Est-ce que ce roi était plutôt de culture occidentale ou il était plutôt de culture orientale? Et là, on va se pencher vers un historien français, spécialiste de la question, à savoir Gabriel Camps, qui a écrit un livre qui s'appelle Les Berbères, mémoire et identité. Donc c'est un spécialiste de la culture berbère. Et dans son ouvrage, il dira la chose suivante, je le cite. Ce numide, Massinissa, donc le roi qu'on a évoqué, était aussi un punique. Ni physiquement, ni culturellement, il ne se distinguait de ses adversaires carthaginois. Et là, c'est très intéressant. Ça veut dire que le roi Massinissa, qui était donc un numide, donc ce qu'on pourrait faire en analogie à un berbère, était profondément punique. Il parlait cette langue. Et le punique, comme on l'a dit, c'est une langue cousine de la langue arabe. Donc au final, ce roi était bilingue. Et physiquement et culturellement, il avait cette culture carthaginoise, donc encore une fois, cette culture orientale.
il l'était profondément, pas juste un tout petit peu. C'était clairement l'identité propre de ce roi, à savoir le roi Massinissa. Et il y a un autre historien qui va être intéressant pour cette question. Il s'agit de Stéphane Xer, qui est donc né à Paris en 1864, qui est un archéologue et un historien français, spécialiste de l'Afrique romaine et particulièrement de l'Algérie romaine, qui va écrire un livre qui s'appelle Histoire ancienne de l'Afrique du Nord. Et dans cet ouvrage, il dit la chose suivante. La langue officielle de Massinissa et des rois qui lui succédèrent fut le punique. Voilà, c'était la langue officielle, et non le berbère. Donc le berbère n'était pas la langue officielle de ces rois. Ce fut en punique qu'il fit rédiger jusque vers le milieu du 1er siècle avant notre ère les légendes de leur monnaie. La connaissance du punique se répandit chez les sujets, surtout dans les territoires voisins de la province de Carthage. Au temps de saint Augustin, on parlait encore la langue punique. Alors attention, saint Augustin, on est au 5e siècle de l'ère chrétienne. Sachant que le punique s'est installé depuis le 8e siècle avant Jésus-Christ. Donc on a des siècles et des siècles et des siècles de punique dans la région. Et il précise même que c'est dans les environs de Bonn. Bonn, c'est la ville de Annaba en Algérie, et de Guelma. Il était courant que l'idiome punique, chez les gens de la campagne, dont beaucoup ne comprenaient pas le latin, il fallait des interprètes puniques pour parlementer avec les révoltés. C'est-à-dire que sous les Romains, si on voulait parler avec des révoltés, il fallait parler avec eux en punique. Sinon, on ne comprenait pas. Et donc, ici, on voit encore une fois toute l'importance du parler et des langues sémitiques en Afrique du Nord, bien avant même l'arrivée de la langue arabe, qui au final, nous le verrons, arrivera tout naturellement. Donc pour cela, nous allons retrouver notre cher linguiste et spécialiste algérien Abdou Eliman, donc notre historien oranais, qui dira la chose suivante. Une région qui se trouve à l'est de l'actuelle Algérie, qui devient une principauté berbère. Et c'est la Numidie. La Numidie est reconnue en tant que principauté, avec Massinissa, donc un roi berbère connu qui a régné pas mal de temps. Et il se trouve que cette principauté, la Numidie, avait ses chefs, du moins de ce que l'on sait, utilisaient la langue punique pour leur expression, pour leur échange, mais y compris pour leur monnaie. Ils frappaient leur monnaie en langue punique, et non pas en langue berbère. Donc, encore une fois, c'est pour casser un peu des mythes et des petites histoires qu'on se raconte. Cette langue punique était une langue qui était vraiment hégémonique. Voilà, donc la langue punique n'était pas quelque chose d'anodin, ce n'était pas quelque chose qui était parlé par une petite partie de la population, non, c'était la population qui parlait cette langue-là, raison pour laquelle l'ensemble de ces rois vont l'utiliser dans le quotidien, dans l'administration. Et c'est donc quelque chose qui n'est pas nouveau quand on voit justement tout l'apport de la politique contemporaine. Maintenant, on a évoqué le roi Massinissa, on a parlé de ses descendants, donc de ces rois, des rois qui vont le suivre, qui vont donc dresser la langue punique, la cultiver, l'utiliser quotidiennement, jusqu'au 5e siècle, comme on l'a vu avec saint Augustin. Et on va donc poursuivre avec une nouvelle citation, qui est encore une fois issue du livre Une histoire romaine de l'Algérie, de l'Afrique du Nord, pardon. Les princes numides donnèrent parfois des noms carthaginois à leurs enfants. Un fils et un petit-fils de Massinissa s'appelèrent Mastanabal et Adarbal. Donc Bal, c'est une divinité païenne orientale, qu'on retrouve d'ailleurs dans le Coran. Donc c'est une des divinités pré-islamiques. Le peuple fit de même pendant des siècles. Donc c'est pas que la cour royale qui faisait ça, c'est également le peuple. Et cela pendant des siècles. Des noms puniques, Namphamo, Asdrubal, Bagribal, Bomikar, etc., se lisent sur des inscriptions latines gravées au pied de l'Aurès, dans les plaines de Sétif et dans les montagnes d'Aumale, c'est-à-dire dans des pays qui n'ont jamais été soumis à Carthage. C'est-à-dire que donc même si Carthage n'était pas présent, eh bien cette influence carthaginoise, phénicienne, a profondément marqué les esprits sur l'ensemble du territoire. Maintenant, toujours selon ce même historien,
Quand elles, donc les cités indigènes, obtinrent le droit de battre monnaie, elles inscrivirent sur leurs pièces des légendes en langue phénicienne. Donc même la monnaie, comme l'a déjà évoqué notre cher historien Abdou, eh bien, ça a toujours été la langue phénicienne qui était privilégiée. Et cela depuis donc le 8e siècle avant Jésus-Christ. Maintenant, on va voir au niveau archéologique, le punique et l'archéologie. Voyons ce que nous dit notre historien. On l'écoute. Sur 10 stèles qu'on rencontre en creusant, il y en a 9 qui sont en punique et une en tifinagh, en langue berbère. Donc c'est vraiment la preuve par l'histoire, par la pierre, que cette langue était vraiment bien ancrée. Alors j'insiste là-dessus, vous allez voir pourquoi, parce que une langue qui a un tel ancrage, d'une telle profondeur, ne peut pas disparaître comme ça du jour au lendemain. Hein. C'est un peu ça l'objectif. Donc voilà, donc ça veut dire que la plupart des éléments archéologiques que nous trouvons, c'est toujours en punique, d'où l'importance d'ailleurs de développer toute une académie d'historiens sur le sujet, à savoir il nous faut des spécialistes sur le territoire algérien qui soient capables justement de travailler sur cette question, chose que font plus les Tunisiens en règle générale. Donc en Algérie, on a un manquement à ce niveau-là. Donc, si nous voulons comprendre notre histoire, nous devons nous ressaisir également de la langue punique, pour essayer d'avoir une meilleure vue sur les échanges commerciales, culturelles, religieuses, qui pouvaient exister au temps pré-islamique. Et comme l'a évoqué donc notre cher Abdo Elimam, eh bien, cette langue ne va pas disparaître du jour au lendemain. On passe pas du punique du 8e siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 7e siècle et pouf, elle disparaît comme ça à travers la langue arabe. C'est qu'il y a eu quelque chose. Et ce quelque chose, on va l'écouter dans cette vidéo, à savoir l'arabe et le punique. On écoute. L'arabe n'aurait pas pu avoir l'impact qu'elle a eu en tant que langue au Maghreb si les Maghrébins ne parlaient pas une langue proche et la comprenaient partiellement. Et ça, vous pouvez comparer par exemple avec ce qui s'est passé en Iran. En Iran, c'est pas la langue arabe qui a dominé, pourtant ils ont adhéré à l'islam de la même manière, mais aussi dans d'autres pays comme en Asie et ailleurs. Donc il y a bien eu un cas particulier, c'est que l'arrivée de ces Arabes au Maghreb est facilitée, et leur pénétration est facilitée parce que l'échange, la communication était possible avec les autochtones qui, eux, étaient à prédominance punique. Voilà, donc ici il nous explique bien que lorsque ceux qui parlent la langue arabe, qu'on va donc qualifier d'arabe, arrivent sur le territoire tunisien, algérien, etc., eh bien, font face à une population autochtone qui parle la langue punique, qui par conséquent se comprennent. Et donc, l'arabisation va se faire de manière assez simple et de façon très naturelle. Il est très facile d'arabiser une population qui parle une langue sémitique qu'une population qui ne le parle pas. Il donne un très bon exemple, il donne le cas de l'Iran, avec le cadre du persan. Les Persans, ils sont devenus musulmans aussi longtemps que finalement les gens d'Afrique du Nord. Mais il y a toujours eu des conflits par rapport à la langue, chose qui n'a jamais existé chez nous. Chez nous, des conflits par rapport à la langue, ça n'a pas existé, car au final, nous étions justement enclins à devoir nous assimiler à cette forme d'arabité qui au final est cousine de la langue punique. Car encore une fois, le gap entre le punique et l'arabe, eh bien, il est très proche, il n'est pas très éloigné. Maintenant, on va parler de l'arabe qui arrive au 7e siècle. Vous savez qu'il y a un mythe qui consiste à dire les Arabes sont arrivés, l'Afrique du Nord était berbérophone, et puis tous les berbérophones se sont mis à parler l'arabe. Ça, c'est un conte de fées. Regardez le temps qu'on met, nous, à apprendre une langue étrangère, et encore, avec tous les efforts, on a du mal. Alors, de là à oublier sa langue maternelle pour adopter une autre langue qui s'appelle l'arabe, moi, je n'arrive pas à comprendre. Rien ne peut expliquer à part, bien entendu, la littérature et raconter une histoire de conte de fées. Mais sinon, c'est pas possible. Donc voilà, il nous explique bien que, en tout cas c'est irréfutable, qu'on ne peut pas passer d'une langue A à une langue B comme ça du jour au lendemain. Il y avait forcément les conditions nécessaires pour que ça se fasse en douceur, et c'est ce qui s'est passé.
Lorsque l'arabité s'inscrit dans le punique, au final, c'est comme deux parents qui se rencontrent. Ça se fait vite et ça se fait bien. Et ça s'est fait vite et ça s'est fait bien. Maintenant, une fois qu'on a dressé le portrait de la langue punique, de sa proximité avec la langue arabe, on a donné des exemples, on a donné le terme aimer, houb, ahi, ahi, bref, on a donné quelques exemples. Si vous avez envie justement de vous intéresser sur le sujet, n'hésitez pas à le faire. J'essaierai probablement de vous mettre quelques livres sur le sujet qui pourraient justement vous donner des éléments de recherche sur la question. Donc n'hésitez pas en commentaire justement de me poser la question si ça vous intéresse. En tout cas, des questions qui sont liées avec le punique et la langue arabe. On va donc avancer dans notre étude à travers une nouvelle question, à savoir est-ce que le libyque était utilisé dans la littérature. Alors, vous avez dû entendre ce terme-là plusieurs fois. Le libyque, qu'est-ce que c'est? Alors, le libyque, c'est la langue donc, des Berbères, et donc l'écriture des Berbères, qui était utilisée à l'époque carthaginoise de manière assez brève. C'est ce qui ressemble plus ou moins à cette calligraphie, bien que là, c'est une image plutôt basée sur le néo-tifinagh qu'on abordera juste ensuite. En tout cas, ça ressemble plus ou moins à ces symboles. Et la question est de savoir, est-ce que le libyque, donc, il a été utilisé dans la littérature? Et pour ça, on va voir Gabriel Camps, qui a traité de cette question. Et il nous dit, cette écriture primitive, donc le libyque, étroitement consonantique, n'a jamais servi de support à la moindre littérature. Voilà, n'a jamais écrit avec elle. Ça n'a jamais été utilisé pour. Quand le berbère s'exprime autrement que dans ses épitaphes ou ses graffitis amoureux, il le fit en punique, au temps des rois numides et morts. En latin, au temps d'Apulée ou de Saint-Augustin. Et ensuite, en arabe et en français. Donc, ça n'a jamais été une écriture, en tout cas cette écriture primitive n'a jamais été utilisée dans la littérature. Maintenant, on voit aujourd'hui des groupes qui souhaitent le faire. J'ai envie de vous dire, pourquoi pas? Mais ne faut surtout pas croire que le faire, ça serait retourner une certaine origine. Pas du tout. Le faire, c'est justement rompre avec l'histoire. Le faire, c'est changer d'orientation. Maintenant, les peuples font ce qu'ils veulent. Mais en tout cas, ils ne peuvent point utiliser l'argument de la civilisation ni de l'histoire pour légitimer une telle pratique. Le faire, c'est simplement le faire au nom d'une idéologie nouvelle, particulière, et qui au final est également critiquable et révisable. On va donc également suivre Gabriel Camps qui nous dit également la langue officielle des royaumes numides est morte, même après la destruction de Carthage. C'est-à-dire que même quand Carthage finit par disparaître, parce que Carthage ne va pas rester éternellement en Afrique du Nord, c'est le punique qui reste. C'est en punique que sont rédigées les dédicaces religieuses, les rares textes administratifs conservés, les épitaphes royales et les légendes monétaires, et non pas seulement ceux les numides de l'Est, mais d'un bout à l'autre de l'Afrique du Nord. Seule la cité de Douga tente à un moment, sous Massinissa et Mississipsa, je ne sais pas si je prononce bien, je suis désolé, vont tenter d'utiliser le libyque dans ses inscriptions officielles. Voilà, c'est un fait unique dans l'état de nos connaissances. Donc il n'y a que sous Massinissa et Mixipsa, qui est donc son fils, donc deux rois numides, où on va justement utiliser le libyque dans des inscriptions officielles, mais même quand ils le font, c'est toujours de façon bilingue. C'est-à-dire qu'on va retrouver du punique à côté du libyque. Mais là, encore une fois, c'est sur l'état actuel de nos connaissances. Peut-être qu'on trouvera d'autres choses demain, mais à l'heure où je vous parle, c'est ça que nous savons. Maintenant, on continue. Ce même Gabriel Camps nous dit que la langue punique survécut longtemps, et à Carthage, et aux royaumes indigènes. Sous Marc Aurèle, on parlait encore punique. Lepsis, mais on le transcrivait avec les lettres grecques. Dans la même région, de nombreuses inscriptions utilisent les caractères latins pour écrire une langue punique. Un demi-millénaire après la destruction de Carthage, saint Augustin dit que les paysans voisins d'Hippone parlent punique. Les paysans, pas que l'élite. Un siècle plus tard, nous l'avons vu, certains morts se disent encore, d'après Procope, descendants des Cananéens. C'est un lointain souvenir de la culture à laquelle ils voulaient s'attacher. Donc déjà, on voit que les morts, donc des Berbères, se disaient être des descendants de Canaan, donc au Proche-Orient.
c'est-à-dire l'actuelle Palestine ou Israël actuel. Ça peut même s'étendre jusqu'à la Jordanie, la Syrie. Donc, on voit bien que la langue et la culture qui étaient, qui existait pendant des siècles et des siècles et des siècles en Afrique du Nord était une culture orientale, que ce soit vestimentaire, linguistique, monétaire, bref, tout cela était oriental. On poursuit. Gabriel Camps toujours nous dit il faut retenir en premier lieu l'existence de villes puniques hors du territoire de Carthage. Bien qu'elle portât un nom peut-être d'origine phénicienne et que sa culture était et fut entièrement punique. Cirta, capitale des Numides, des Massylès, ne fut jamais une ville sous domination carthaginoise. Donc voilà, donc il exprime bien encore une fois que même en dehors du Carthage, eh bien, le punique était important, essentiel. Ce n'est pas qu'une influence politique carthaginoise. C'était même une volonté des Berbères eux-mêmes d'user et d'utiliser le punique. On poursuit avec un dernier extrait de Gabriel Camps, toujours, qui dit, à vrai dire, les villes des royaumes numides et morts, qu'elles soient littorales ou continentales, qu'elles portent un nom phénicien ou berbère, sont toutes d'authentiques foyers de culture punique. Sont toutes d'authentiques foyers de culture punique, donc de culture orientale. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, on a évoqué la langue, on a évoqué la culture, on a démontré que c'était ça qui existait depuis 8 siècles avant Jésus-Christ, qu'on a compris que ça a été avec un processus normal et simple que l'arabité s'est inscrite au sein du territoire maghrébin, donc en particulier l'Algérie. Voyons ensemble notre historien, donc Abdallah Laroui, qui est un Marocain, historien donc islamologue, qui écrit un livre qui s'appelle L'Histoire du Maghreb, un essai de synthèse. Et il nous dit dans son livre la chose suivante. La civilisation punique, ayant gagné les âmes dans les campagnes surtout, et retrouvé une nouvelle jeunesse avec le christianisme, religion orientale, dressa une barrière infranchissable devant l'esprit occidental représenté par Rome. Donc la civilisation punique, encore une fois, comme il l'évoque, que ce soit dans les campagnes ou que ce soit dans les âmes de chacun, c'était quelque chose qui était important. La civilisation punique, ce n'est pas quelque chose d'anodin, c'est pas quelque chose qui ne représente rien, c'est quelque chose de profond dans la civilisation maghrébine. Et pour cela, nous allons même voir notre grand ami Saint Augustin, donc Augustin d'Hippone, qui est donc un philosophe et un théologien chrétien, romain, d'origine donc berbère, et qui a occupé le rôle d'évêque d'Hippone en Numidie. Et il a écrit un livre qui s'appelle l'Épître aux Romains. Et qu'est-ce qu'il nous dit dans cet ouvrage ? Il nous dit « Demandez à nos paysans, qui sont-ils ? Ils répondront en punique. Donc ils répondent en langue punique. Qu'ils sont des Chénanis, c'est-à-dire des Cananéens. Cette forme corrompue par leur accent ne correspond-elle pas aux Cananéens ? Donc ici, encore une fois, en ce que nous avons dit tout à l'heure, Saint Augustin révèle bien que les paysans, à son époque, parlent la langue punique, donc je le répète, une langue orientale, proche de la langue arabe, mais en plus de ça, ils tirent leurs origines de la Palestine, de l'Orient, de l'Arabie du Nord, tout en haut, donc du Proche-Orient. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'encore une fois, il y a eu cette existence orientale avait un socle très important en Afrique du Nord. Donc là, c'est Saint Augustin qui le dit. Ce n'est pas un auteur arabe, ce n'est pas des musulmans, ce n'est pas des gens qui tenteraient, encore une fois, de falsifier, on va dire, l'histoire si certaines personnes ont des doutes et un scepticisme vis-à-vis des textes arabes. C'est bien au 5e siècle après Jésus-Christ, donc 200 ans avant l'arrivée de l'islam, que cette vision du monde était déjà présente en Afrique du Nord. Poursuivons maintenant avec notre historien, donc Claude Leplé, je ne sais pas si je prononce bien son nom, qui est donc né en 1934 à Saint-Maurice, et qui est donc un universitaire historien français, spécialiste de l'Antiquité tardive et de l'Afrique romaine. Et il écrit un livre, dans une collection qui s'appelle Saint-Augustin, la Numidie, la société de son temps, la citation suivante. On écoute. Il, donc en parlant de Saint-Augustin, était un romano-africain. Et l'on doit constater que pour lui, l'Afrique était romano-punique.
mais il connaissait fort mal l'autre Afrique, c'est-à-dire l'Afrique libyque, c'est-à-dire le paléo-berbère. Donc là, c'est une manière un peu d'expliquer que comment dirais-je, que pour Saint Augustin, l'Afrique est romano-punique, pour reprendre les mots, mais qu'il ne connaissait pas bien justement cet autre reste de la population qui, elle, était plutôt de culture, on va dire, libyque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le terreau proche des villes et des cités, et même des campagnes, etc., bah, au final, c'était cette culture punique. Il fallait aller au-delà pour justement rencontrer et connaître ces berbérophones de culture libyque. Ensuite, il nous dit également, Augustin reconnaissait la langue punique en tant que vecteur principal d'une identité. D'une identité. Sinon, d'une conscience africaine. Le grammairien païen Maxime de Mador, qui avait été le professeur du jeune Augustin, se moquait dans une lettre des noms puniques. Donc on a le prof de Saint-Augustin qui se moque des noms puniques. Donc selon lui, barbare de martyr chrétien, Augustin lui répondit par un vibrant éloge d'une civilisation punique qu'il ne connaissait en fait que par les auteurs latins classiques. Voilà comment Saint-Augustin va répondre à son professeur qui se moque des noms puniques. Il dit à quel point, c'est ici, à quel point as-tu pu t'oublier toi-même? Toi, un Africain écrivant à des Africains, alors que nous vivons l'un et l'autre en Afrique, pour penser devoir détourner en dérision des noms puniques. Assurément, tu regrettes d'être né là-haut où demeure vivace ce berceau de cette langue. Donc ça le touche. Saint-Augustin, ça le touche quand on se moque des noms puniques, quand on se moque de la langue punique, parce que pour lui, c'est une identité. Le punique, c'est ce qui représente le maghrébin, c'est ce qui représente l'algérien, le tunisien. Et donc, on voit bien, encore une fois, à travers Saint-Augustin, donc 200 ans avant l'arrivée de l'islam, l'importance capitale de cette identité et de cette langue. On avance toujours. Un bon nombre d'années plus tard, un autre adversaire d'Augustin, donc un Italien, Julien Desclans, qui devait l'appeler le punique, donc quand il voulait désigner Saint-Augustin, il l'appelait le punique, et il disait « Qu'y a-t-il de plus monstrueux que ce que raconte le punique ?» Donc en parlant de Saint-Augustin. Et Augustin lui répondait « Ne va pas parce que tu es né à Apulie penser l'emporter par ta race sur ces puniques que tu n'es pas capable de vaincre par l'esprit. » Voilà, donc ici, c'est une sorte de conflit qu'il y a entre les deux. Augustin lui rappelle que le punique, voilà, est puissant, et par conséquent, cette personne qui se montre irrespectueux vis-à-vis de sa culture, eh bien, Saint-Augustin considère qu'il n'est pas capable de vaincre justement par l'esprit ces puniques dont il se moque. Donc, encore une fois, un exemple très important de l'esprit de la langue punique à l'époque de Saint-Augustin. Mais maintenant, on peut se poser une question, on peut se dire, mais dans ce cas-là, c'est quoi l'alphabet berbère alors? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi aujourd'hui on parle d'alphabet berbère si moi depuis tout à l'heure je vous parle de punique, de punique, de punique? C'est une question qui se pose. Alors, on a parlé encore une fois du libyque. Donc là, voici une inscription libyque. Cette inscription libyque, si vous la regardez, elle doit sûrement vous devez sûrement penser justement à l'écriture tamazight qu'on peut voir aujourd'hui, donc là on est en 2022, dans les administrations, que ce soit en Algérie ou au Maroc. Alors oui et non. Oui et non, pourquoi? Parce qu'en fait, cette écriture-là, déjà, c'est une écriture qui est différente. On a quelques symboles qui existent, qui sont communs avec l'alphabet actuel, mais en réalité, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose au niveau de la graphie, donc au niveau plutôt des symboles. Ce n'est pas la même chose dans la manière de l'écrire. Ici, on est sur une écriture carrée, là où dans l'écriture actuelle, on n'est plus sur ce même plan. Et surtout, c'est une écriture libyque qui s'écrivait de deux façons. Soit elle écrivait de bas en haut, mais ça, c'est des écritures très archaïques et voilà, qui n'étaient pas utilisées du tout dans l'administration. Mais sinon, quand elle était écrite, en règle générale, elle était écrite de droite à gauche. De droite à gauche. Comme le punique, comme l'hébreu et comme l'arabe. Et malheureusement, eh bien, les nouveaux berbérisants contemporains, eux, vont inverser, parce que, comme on l'a dit tout au début, le mythe berbère va s'inscrire par la colonisation française, ils vont changer et inverser. Et comme les latins, ils vont écrire de gauche à droite. Aujourd'hui, le tamazight s'écrit de gauche à droite, chose qui n'existait pas, qui n'existait pas du temps des libyques. Libyques, je le répète, c'était de droite à gauche.
Et pour avoir une chronologie, voilà, on va retracer un peu comme ça. Donc on a parlé de Carthage, on avait dit 8 siècles avant Jésus-Christ, donc on est en 814. Ensuite on a quelques inscriptions en libyque, on est donc en moins 500. Donc le punique est déjà présent, bien ancré dans la sphère de l'Afrique du Nord. Ce qu'on appelle les inscriptions d'Azib-Ikis. Ensuite, on a l'inscription à Massinissa, qui est donc en moins 138. Et après, on a les témoignages de Fulgentius, je ne sais pas si je prononce bien, je suis désolé. On a l'émergence de ce qu'on appelle le Tifinagh ancien, donc entre 400 et 1500, qui donnera lieu à ce qu'on appelle le Tifinagh moderne, et qui donnera en 1970, donc au fin du XXe siècle, c'est très récent, le néo-Tifinagh, qui est donc utilisé aujourd'hui dans les administrations marocaines et algériennes. Et donc, si on voit bien la progression, il y a quelque chose qui est très important à comprendre, c'est que quelqu'un qui lit le néo-Tifinagh, qui existe depuis 1970, sera incapable de lire les anciennes inscriptions libyques. Ça n'a pas de rapport. Et nous allons le voir juste après. Pour avoir une petite idée déjà sur les inscriptions, voici une petite inscription qui a été retrouvée dans des sites archéologiques. C'est l'homme d'Azib-Ikis. Et là, quand on voit on voit un être humain sous cette forme. Et ici, on peut voir justement quelques inscriptions en libyque. Donc c'est des inscriptions comme ça sur lesquelles les historiens travaillent, tentent de déchiffrer. Beaucoup d'inscriptions restent jusqu'à ce jour indéchiffrables, on n'arrive pas. Et de l'autre côté, donc, comme je vous l'ai cité, on a les inscriptions de Massinissa, donc le roi Massinissa de Numidie. Et voici justement un exemple. On voit bien donc le libyque, mais accompagné du punique. Punique, comme on l'a dit, langue orientale des Phéniciens, proche de la langue arabe, qui s'écrit de droite à gauche. Et à côté, l'écriture libyque, pareil, qui s'écrit de droite à gauche, et qui est une écriture carrée, et qui était donc employée sous le règne de Massinissa. Donc voici encore une fois l'influence profonde du monde oriental en Afrique du Nord, et nous pouvons encore une fois que regretter l'usage du néo-Tifinagh qui a souhaité justement se séparer de son socle historique et civilisationnel pour se diriger vers le mode occidental. Il ne s'agit pas là pour moi de dire que le mode occidental est mauvais intrinsèquement, on n'est pas dans un conflit civilisationnel. Simplement, là il s'agit d'être en cohérence avec son histoire et son passé. On ne va pas demander aujourd'hui à des Français d'écrire de droite à gauche. Ça n'a pas de sens. Si aujourd'hui des Français le font, avec leur écriture latine, ils iraient à contre-courant d'histoire. Pourquoi les Berbères décident donc d'être dans cette mouvance? Si nous devions les aider, les accompagner dans cette volonté justement de reconnaître au mieux leur langue, eh bien moi je leur conseillerais en tout cas, et ça ne reste que mon humble avis, à tenter justement de se réaccaparer plutôt du libyque, de voir plus ou moins comment la structure des textes se faisait, en tout cas des inscriptions, du peu d'inscriptions que nous avons se font, et tenter de rester dans cette forme de continuité. Ça ne sert à rien de vouloir être en opposition systématique avec l'Orient. Ça n'a strictement aucun sens. Bref, donc vous avez ici donc un exemple d'inscription, toujours accompagné avec le punique. Et donc au final, si on devait faire une sorte d'analogie avec le monde contemporain, c'est comme aujourd'hui la langue arabe. Remplacer ici le punique avec l'arabe, et ici avec le tifinagh, on va dire, et c'est comme ça que l'Algérie a toujours fonctionné. Donc au final, le fait d'avoir une sorte de bilinguisme, c'est ce qui représente notre identité, c'est ce qui représente le peuple algérien. Donc il ne s'agit pas d'abattre l'un pour l'autre, primer l'arabe contre le berbère et le berbère contre l'arabe. Il faut qu'on arrive à être intelligent et que nous arrivons justement à accepter que c'est ça au final notre histoire. Notre histoire, c'est deux langues. Une langue sémitique, une langue qu'on peut caractériser de berbère, donc d'africaine, et qui se mélange et qui se délecte de l'un et de l'autre. On peut avancer donc dans les citations, en citant du coup Camps et Shaker qui disent que les écritures libyco-berbères du Nord-Sahara et les Tifinagh anciens ont précédé les Tifinagh utilisés aujourd'hui, donc le néo-Tifinagh, par les Touaregs qui sont incapables de lire les Tifinagh anciens. Donc les Touaregs sont les gens qui habitent dans le désert du Sahara et qui ont conservé justement l'alphabet Tifinagh, mais aujourd'hui ils sont incapables de lire ce Tifinagh ancien. C'est trop vieux, c'est trop archaïque.
trop ancien. Donc il n'y a pas une continuité réelle. Il y a une certaine forme de continuité parce que c'est elle qui nous permet de comprendre plus ou moins la transmission des symboles. Mais globalement, la langue en tant que langue et l'écriture en tant qu'écriture, c'est perdu. C'est complètement perdu. Le berbère moderne n'a absolument plus rien à voir avec le berbère ancien. Et on va donc poursuivre avec un berbériste, Salem Chaker, qui est même d'après ce que j'ai pu lire ou entendre, un séparatiste sur la question de la nation algérienne. Il dira dans son livre Texte en linguistique berbère la chose suivante. Tifinagh, nominal féminin pluriel, est construit sur une racine qui désigne les funico-puniques. Fanaqa, c'est ce que notre linguiste nous disait tout à l'heure. Et devait signifier les puniques. Donc Tifinagh, Fanaqa. Outre l'emprunt ou l'imitation initiale, l'alphabet libico-berbère a continué de subir une forte pression de l'écriture punique. Donc même lui le reconnaît. Le libico-berbère a subi une forte pression, pas une petite, une forte pression de l'écriture punique. Que ce soit dans sa forme, que ce soit dans ses termes, dans ses mots, voilà, il y a un mélange qui se fait et c'est naturel et c'est normal. Maintenant, il faut comprendre l'origine du néo-tifinagh. Donc ça, c'est l'alphabet néo-tifinagh, c'est ce qui est enseigné dans les écoles, en Algérie et au Maroc. Alors, les militants de la culture berbère font la promotion du retour de cet alphabet. Donc là, c'est à la fin des années 60, une association culturelle, l'Académie berbère, fondée par Mohamed Arab Bessaoud. Elle effectue des travaux dans le but d'établir un alphabet standard, sur la base du tifinagh des Touaregs. Donc voilà, ils vont reprendre l'alphabet des Touaregs, mais ils vont le changer, afin de le faire revivre et de pouvoir le transcrire l'ensemble des variantes locales des langues berbères du Nord. Les militants berbéristes en font usage dans les années 70, puis 1980, notamment à la suite du printemps berbère. Les universitaires ne suivent pas ce mouvement. Ils proposent soit la graphie latine ou arabe pour transcrire les langues berbères. Donc ici, qu'est-ce qui se passe ? Ici, c'est qu'on comprend que c'est vraiment dans les années 70-80 que cette écriture va être créée, inventée, sur la base donc de l'alphabet touareg. Ils vont pas reprendre complètement cet alphabet, ils vont l'adapter, rajouter des choses pour que ça puisse être en cohérence avec les variantes locales, comme on l'a dit, des langues berbères du Nord, à savoir le kabyle et le chaoui. Et donc, à partir de là, cet alphabet va être promu et instauré, d'ailleurs en 2018, dans la constitution algérienne. Bien que la graphie ne soit pas encore établie. Parce qu'aujourd'hui, il y a des débats. Il y a ceux qui pensent qu'il faut utiliser cette écriture, d'autres qui pensent qu'il faut utiliser l'écriture arabe, d'autres qui pensent qu'il faut utiliser l'écriture latine. Mais en tout cas, c'est un alphabet qui a été créé très récemment. Si vous devez interroger un Algérien en 1950 sur qu'est-ce qu'il pense de cet alphabet, il vous dira mais je connais pas en fait. Je sais pas c'est quoi cet alphabet. À moins d'aller dans le désert du Sahara, et encore, on l'utilisait pas pour des textes, pour écrire des livres ou des ouvrages, c'était que des petits extraits, des graffitis, etc. Mais globalement, cet alphabet est inconnu. Du temps de la Révolution en Algérie, eh bien, pour l'indépendance, on écrivait soit en arabe, soit en français. Mais cet alphabet est très tardif. Maintenant, un point important, c'est la langue arabe sauvera la langue berbère. Elle sauvera, mais elle l'a sauvée. Pourquoi ? Alors pour ça, on va citer Gabriel Camps. Il nous dit quoi ? Il nous dit, même Chaker qui est un grand berbériste, il vous dira « On ne connaît aucun texte berbère de l'Antiquité écrit en caractère phénicien ou latin. » C'est-à-dire punique ou latin, non. Le premier alphabet étranger à avoir été emprunté pour noter le berbère est l'arabe. Depuis la conquête arabe, quelques régions berbérophones, essentiellement le Mzab et le sud du Maroc, ont emprunté le caractère arabe pour écrire des textes berbères. Cette utilisation de l'écriture arabe n'a cependant jamais dépassé le cercle restreint des milieux religieux et érudits. Donc ici, qu'est-ce qui se passe ? Ça veut dire qu'il a fallu attendre l'arrivée des Arabes, l'arrivée de l'islam et donc de l'arabité, pour commencer à écrire à travers justement l'alphabet arabe, le langage berbère. Donc le langage berbère finalement a réussi à persister et à exister sous l'impulsion de l'alphabet arabe. Avant l'alphabet arabe,
nulle écriture étrangère n'était utilisée pour faire valoir l'écriture et la langue berbère. Maintenant, c'est une petite illustration. Ici, c'est le Tachel-It. Je suis désolé encore une fois pour la prononciation. Étant absolument pas berbérophone, je maîtrise assez mal les prononciations. Et donc, c'est l'une des rares langues africaines vivantes, avec une tradition littéraire remontant à l'époque précoloniale, c'est-à-dire avant la colonisation. Il s'agit pour l'essentiel de poésie et de légendes d'inspiration religieuse, hagiographie ou édification. De nombreux manuscrits sont écrits en écriture arabe, dont certains remontent à des siècles. Le texte datable le plus ancien est un dictionnaire arabo-shluh, connu sous le nom de Kitab al-Asma, donc le livre des noms, de Abdullah Mohammed ibn Ja'far al-Qaisi, qui date du XIIe siècle. Donc c'est à travers la langue arabe que la berbérophonie va pouvoir s'émanciper, se développer, se construire. Et nous devons accompagner nos frères berbères sur ça. C'est-à-dire que ça, c'est pas maintenant en 2022 que nous allons devoir les laisser tomber, pas du tout. Il faut qu'ils se rappellent que c'est à travers justement nous qu'on les a aidés à s'impulser, à aller de l'avant, à promouvoir leur vision et leur langue. Et donc il n'y a aucune raison à être en rupture sur ça. Maintenant, on va prendre un cas d'exemple. Parce que là, c'est le cas des Marocains. Prenons le cas des Algériens. Les Mozabites et la langue arabe. Donc la région du Mzab, c'est une région particulière de l'Algérie. C'est une région qui est très berbérophone. Et c'est une région de culture islamique ibadite. Et maintenant, il faut voir l'usage de la langue arabe dans cette région. Avant la colonisation, pendant la colonisation et après. Et pour ça, voyons le cas des journaux. Les journaux sont en arabe. On écoute. Et pour revenir à cette presse, à ces journaux, ils sont arabophones. Et ces journaux sont arabophones, oui, ils ne sont pas bilingues, ils sont Okay. exclusivement arabophones, oui. Alors peut-être, pour donner une idée, j'aurais dû le montrer avant, mais voilà, un exemple de cette culture manuscrite. Alors là, ça c'était un de ces manuscrits coproduits, je parlais de coproduction de sources tout à l'heure. Ça c'est un texte extrêmement intéressant qui raconte les pratiques cultuelles. Il raconte en fait les visites que les populations du Mzab rendaient aux saints locaux, donc aux musulmans pieux des générations précédentes qui étaient honorés et dont on espérait l'intercession pour les prières auprès de Dieu, par des prières. Et ça, c'est un manuscrit qui a été composé à la demande en fait, d'un folkloriste français, mais par un cadi, par un juge ibadite. Ce qui pourrait aussi expliquer qu'on a affaire à une graphique, disons, qui est très sobre. Oui, tout à fait lisible. Donc voilà, ici vous l'avez vu, il s'agit d'un manuscrit qui provient de la ville de Ghardaya en Algérie et qui est donc utilisé en langue arabe. Et c'était l'usage courant, il n'y a jamais eu de rupture, et ça pendant et avant la colonisation française. Et pour poursuivre sur cette même thématique, voici un autre exemple. Sobre mais moins lisible, qui est un manuscrit polémique écrit par un opposant des réformistes dans les années 30. J'ai évoqué tout à l'heure rapidement cette question des luttes internes à la communauté. Et là, on a un texte, un écrit plutôt de type administratif. C'est un accord passé par les cercles, en fait, par ces institutions que j'évoquais tout à l'heure, donc les institutions vernaculaires, qui datent de la période, disons, de la fin de la période médiévale, du début de la période moderne, et donc qui passent un accord, là, les institutions des 7 Ksour, en 1928. Alors c'est un accord pour interdire aux femmes de voyager hors de la vallée, toute une question passionnante. Et dans l'évolution, tout à l'heure, vous me posiez cette question sur les imprimés cheap, les imprimés qui circulent facilement. On a aussi, dans les années 30-40, l'apparition de tracts, des affiches. Donc l'imprimerie, la lithographie permet, et puis le papier peu cher, permettent vraiment un changement sobre. Mais... Voilà, donc on est sous l'Algérie française, et on voit bien que cette partie de la population continue, en tout cas chez les élites, d'écrire en langue arabe, et de donner des instructions en langue arabe. Donc on est dans les années 20, on est dans les années 30, et c'est ce qui se passait donc sur ce territoire, dans ce territoire essentiellement berbérophone. Prenons un autre cas d'exemple, qui est le suivant.
La presse aussi, pour ça, est intéressante, c'est que les formats deviennent très courts. Mhm. Je vous évoquais toutes ces œuvres monumentales en plusieurs tomes, tous ces commentaires, des commentaires de commentaires, des commentaires d'abrégés. En fait, toute cette culture, elle disparaît très radicalement en fait, entre les années 20 et les années 50, à la faveur notamment de la presse, dans laquelle les oulémas se mettent à écrire. Et évidemment, ce sont là pour le coup des formats extrêmement courts. Alors c'est plus facile pour l'historien. C'est aussi une langue en fait rénovée. Hein. L'imprimerie conduit à rénover le style, à adopter une ponctuation qui n'était pas là auparavant ou qui était présente d'une façon différente. Enfin, vous avez des évolutions extrêmement fortes et qui sont en fait qui accompagnent des changements aussi de la rationalité. Voilà, donc c'est au niveau de la presse, qui était donc en langue arabe. Prenons encore un autre exemple, parce que les exemples sont très intéressants. Et ici, mon but, c'est de vous donner quelques extraits. Et si vous voulez voir cette conférence en entier, vous avez de toute façon le titre ici dans la vidéo. Après, sur les sources elles-mêmes, je ne crois pas que... Enfin, je n'ai jamais croisé de sources en berbère sur la période que j'étudie. C'est-à-dire que le Homzab, la population, donc la langue maternelle est le berbère, mais on écrit en fait, et ça depuis la période moderne, les lettrés écrivent toujours en arabe. Alors ensuite, à partir du XXe siècle, éventuellement en français aussi, mais l'écriture du berbère est revenue en fait en faveur dans certains milieux berbéristes, berbérisants, seulement, je pense, dans les années 1970-80. Vraiment, l'essentiel de la documentation, enfin, les oulémas sur lesquels j'ai travaillé écrivaient en arabe. Donc voilà, donc encore une fois, avant la colonisation et pendant la colonisation, ces peuples-là écrivaient en langue arabe de manière tout à fait naturelle, sans aucun complexe, aucun conflit. Voilà, c'était tout à fait naturel que de le faire. Et c'est vraiment dans les années 70-80, comme nous l'avons évoqué au début de la vidéo, que va émerger justement cette volonté de s'inscrire sur quelque chose de nouveau. Donc c'est un phénomène contemporain. Donc il ne s'agit pas de devoir penser que lorsque l'Algérie est devenue indépendante et qu'elle a promulgué la langue arabe comme étant langue nationale, c'était simplement naturel. Il y avait juste aucune raison de faire autrement. C'était comme ça que nous avions fait avant l'arrivée des Français, pendant que les Français étaient présents sur le territoire, et donc il semblait tout à fait naturel de faire la même chose lorsque les Français sont partis du territoire national. Maintenant, une autre question, c'est de se poser, c'est quoi Tamazight ? Pourquoi ? Parce que depuis 2018, cette langue Tamazight a été ajoutée à la Constitution par décret présidentiel, sans qu'il n'y ait débat, sans qu'il n'y ait justement explication. Et aujourd'hui, le Tamazight pose beaucoup de problèmes. Donc on va écouter notre linguiste oranais qui traite de la question. Ça. Le problème est le suivant, c'est que Tamazight aujourd'hui, ce n'est ni le kabyle, ni le shawin, c'est une sorte de synthèse épurée sur laquelle travaillent une sorte de fosha. Voilà, une sorte de fosha. Oui. Qui fait que les enfants, même en Kabylie, fuient les classes de Tamazight. Et dans d'autres régions berbérophones, alors sans parler des Pourquoi autres. Mais parce qu'ils ne reconnaissent pas la langue, c'est pas la langue qu'on parle à la maison. Les vieux n'écoutent plus la radio en tamazight parce qu'ils ne reconnaissent plus le... C'est une langue hybride, c'est quoi ? Comment on peut appeler ça ? C'est un mélange, c'est une fabrication artificielle. Et les langues artificielles, il n'y en a aucune qui a réussi au monde. Aucune. Oui. Celle qui a été portée par plein d'États et tout ça, qui s'appelait l'espéranto. L'espéranto, ouais. Qui était soutenue par tout le mouvement communiste international et tout ça, elle n'est jamais devenue langue maternelle. Ouais. Et c'est ça le critère. Donc voilà, ici, encore une fois, on remarque le problème, c'est que le tamazight, c'est une langue artificielle. C'est une langue qui est une sorte de regroupement des différents parlers berbérophones, donc des langues berbères, pour essayer de créer une sorte de fusha, une sorte d'arabe littéraire, enfin de berbère littéraire, qui n'est finalement compris par très peu, par très très peu. Et ça crée de grands problèmes au sein de l'éducation nationale. On pourrait penser que ce linguiste n'est pas honnête dans sa démarche, mais alors dans ce cas-là, voyons ce que disent aussi les berbéristes et berbérophones. Par exemple, le linguiste algérien Abdelrazak Douarari, qui nous dit « c'est une langue artificielle, inventée dans un laboratoire, que personne ne comprend, que personne ne parle, que l'on tente d'inculquer aux élèves ».
Donc même dans les milieux berbéristes, cette langue pose énormément de problèmes. Continuons. Il nous dit, le tamazight n'a jamais eu d'existence historique. Ils ont produit une langue artificielle qu'ils ont appelée tamazight, avec laquelle on a traduit la constitution, mais quelle est l'utilité de cette langue artificielle, mis à part flatter notre ego? Elle n'a aucune chance de survivre. Et c'est cette langue qui est enseignée à l'école. Et on a même des berbérisants comme Chakar qui expriment exactement la même chose. C'est un problème profond qui existe au sein de cette élaboration de la langue tamazight. On peut même ajouter que Salam Chakar dira, et là je vous cite, vous n'allez pas voir le texte en face, mais je vous le cite tout de même, la langue berbère n'a pratiquement jamais connu de normes... attendez, vous savez quoi? Je vais vous le partager comme ça, de manière à ce que vous puissiez le voir. Voilà. Donc, la langue berbère n'a pratiquement jamais connu de processus de normalisation linguistique. Il n'existe pas, et il semble qu'il n'ait jamais existé, de coïnée supradialectale, littéraire ou autre. Tamazight se présente donc de nos jours sous la forme d'un nombre élevé de variétés régionales, les dialectes dans la nomenclature des berbérisants, répartis sur l'ensemble de l'Afrique du Nord et de la zone saharo-sahélienne, séparés les unes des autres par des distances souvent considérables et entre lesquelles l'intercompréhension peut être très laborieuse. Donc c'est dur de se comprendre. En conséquence, la codification graphique du berbère est un processus récent qui émerge au début du XXe siècle en Kabylie et qui s'inscrit dans une dynamique globale de passage à l'écrit dans un contexte très défavorable, marqué par l'absence de soutien institutionnel, l'oralité dominante et la grande variété linguistique. Et par conséquent, Al-Dourari, que nous avons cité, dira aussi que l'on soit écolier ou mzab dans les pays chaouia ou en Kabylie, cette langue inventée que l'on apprend à l'aide des manuels de l'éducation nationale est donc partout la même, largement basée sur le kabyle, parce que ceux qui la fabriquent utilisent les deux célèbres ouvrages de Mouloud Mameri. Alors même que les ouvrages de Mouloud Mameri ne sont pas le résultat d'un travail rigoureux de linguistique. Donc, aujourd'hui, on voit bien que la politique algérienne, et même marocaine, s'est précipitée trop rapidement, parce qu'aujourd'hui, l'ensemble des ouvrages se basent sur les travaux d'un homme dont ils sont qualifiés par un linguiste comme n'étant pas rigoureux au niveau linguistique. Et même chez Farhat al-Mahani, on retrouve cette critique de la langue qui dit, et d'ailleurs qui est un grand berbériste séparatiste, il dit « Pour avoir été militant berbériste depuis ma tendre jeunesse, j'ai moi aussi ma part de responsabilité dans cette confusion. Croire que la solution est dans la création volontariste d'une langue commune au berbère est une autre absurdité. Bien sûr que matériellement cela est possible. Mais elle serait la langue de qui ? Dans Algérie, la question kabyle, j'avais déjà évoqué l'impasse dans laquelle nous nous mettons en essayant de créer une langue commune sur la base de celle qui existe. 10 langues berbères auront à donner chacune 10% pour la bâtir. Au bout du compte, nous aurions comme résultat une langue étrangère à 90% pour chacun de nous. Donc, encore une fois, le fait de passer le tamazight en langue littéraire et administrative étatique est finalement le meilleur moyen que de détruire tous ces dialectes berbères, que ce soit le kabyle, le chaoui, le mozabite et d'autres régions, contrées qui parlent différents dialectes berbères. Maintenant, on va résumer plus ou moins ce que nous avons pu dire. 1. La langue. Donc la langue sémitique est la base civilisationnelle du Maghreb. Nous l'avons vu à travers le punique et la langue arabe. Le punique était utilisé de 8 siècles, donc 800 ans avant Jésus-Christ jusqu'au 5e, 6e siècle de l'ère chrétienne après Jésus-Christ. On a eu la langue arabe qui a ensuite traversé du 7e siècle jusqu'à nos jours, donc plus de 1000 ans. Donc c'est des milliers d'années de langue sémitique qui étaient employées en Afrique du Nord. Ensuite, la langue berbère se construira avec le monde oriental. On l'a vu, le libyque qui a été mélangé avec le punique, qui a récupéré énormément de sa structure au punique, qui ensuite traversera la langue arabe pour se construire et s'élaborer. On sait aujourd'hui que le kabyle possède au moins 35% de termes arabes.
Sur la question des origines, les textes anciens évoquent une origine orientale. La race pure, on l'a dit, elle n'existe pas. Personne ne peut dire je suis strictement arabe ou je suis strictement berbère ou je suis strictement italien, espagnol, chinois, ce que vous êtes. Nous sommes des êtres humains qui, commerçants, nous marions avec une panoplie d'individus à l'échelle de notre proximité au niveau historique. Et sur la question donc de la religion, donc les Maghrébins avaient des croyances païennes orientales. On a vu, il y avait le dieu Baal qui était notamment cité dans cette vidéo, mais pas que. Beaucoup de divinités païennes étaient des divinités orientales dans le monde maghrébin. On a vu aussi que l'islam est la religion du peuple algérien, comme il est stipulé dans l'article 2 d'ailleurs de la constitution algérienne. L'amitié arabo-berbère, donc ça, il s'agit d'une amitié. La culture berbère va s'accroître dans le monde islamique, on l'a vu. C'est depuis l'émergence de la langue arabe et de l'islam que la berbérophonie va pouvoir s'inscrire dans la littérature et donc s'exercer de manière pleine et entière. Et ce que l'on peut également ajouter, c'est que, en termes de conclusion, c'est que la culture des Maghrébins, comme on l'a dit, c'est une culture sémitique, que la langue arabe fait partie intrinsèquement, on va dire, de notre civilisation. Et finalement, est-ce qu'il y a eu une fracture culturelle? La réponse est non. L'arabité culturelle et linguistique ne s'est donc aucunement imposée du jour au lendemain au nord-africain. Quand on est passé du punique à la langue arabe, ça s'est fait très naturellement. Par contre, si vous prenez d'autres contrées, comme l'Iran, l'Iran non. L'Iran étant des persans, entre le persan et la langue arabe, le gap est beaucoup plus élevé. Donc ça a été très compliqué d'arabiser ces régions-là. Et d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, ça l'est complètement. Donc si on devait retracer les choses, on a quoi? On a donc la civilisation algérienne de cette façon. Donc on a eu Carthage et la Numidie. Donc c'était la langue punique qui était utilisée dans l'administration. On a vu dans de très rares cas le libique, d'où le fait que je ne l'ai pas inscrite là. Donc c'est vraiment une civilisation basée sur le punique. Donc on est sur une civilisation orientale avec la Carthage et la Numidie. Ensuite on a les Romains. Lorsque les Romains sont présents, c'est la langue punique qu'employée et le latin. Et ensuite la partie arabe, lorsque les Arabes viennent, c'est donc l'arabe et le berbère qui est employé. Berbère qui va user de la calligraphie arabe pour exister et donc commencer à se redorer, chose qui n'existait pas antérieurement. Ensuite, on a eu l'arrivée de la France, donc des Français, où c'était le français et l'arabe qui étaient utilisés, avec le substrat berbère qui a pu exister antérieurement grâce à l'émergence du monde arabe en Afrique du Nord. Ensuite, on a eu l'Algérie indépendante qui a ajouté la langue arabe de manière très naturelle dans la Constitution, qui était donc une sorte de continuité historique. Et ensuite, à travers les différentes crises berbéristes qui a pu se produire dans les années 70-80, on a eu donc le président Bouteflika, en tout cas sous sa présidence, notamment en 2018, qui ajoutera donc le Tamazight, et on a exposé les différents problèmes qu'il y avait par rapport à cette langue dans la Constitution. Il l'a fait d'ailleurs sans concertation et dialogue avec le peuple ou les élites du pays. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère que ça a été profitable pour vous. Je tiens à le répéter, mon but n'est absolument pas de mettre de côté un peuple particulier. Mon but c'est uniquement qu'on puisse retracer cette histoire algérienne et même maghrébine au final de manière sérieuse. On a exploré on a exploré beaucoup de sources. On a pris des auteurs arabes, on a pris des auteurs français, on a pris des auteurs romains, on a pris justement les textes antiques sous les rois numides, les puniques, bref. On a retracé tout le long, ça nous a pris du temps, mais en tout cas c'est un temps qui était nécessaire et bénéfique. J'espère que ça vous a plu et que la paix soit sur vous. Fi amanillah, qu'Allah prenne soin de vous. Merci.